Et vous avez déjà pensé, envisagé de Non, partir? non, On est bien. non, on là. est Ça bien, vous dérange pas? Non, Non, on est bien. On se... Et les gens qui veulent venir nous voir avec le coronavirus, là, faut qu'ils prennent un bateau. C'est loin d'être leur première fois. Guy et Chantal ont l'habitude des inondations. Qu'il s'agisse de crues ou de submersion, c'est l'aléa le plus fréquent de la région. Et pour ceux qui la vivent, une ritournelle bien réelle. En Bretagne, plus de 70 000 habitants sont répertoriés dans des territoires à risque important d'inondation. C'est déjà beaucoup, mais ça risque d'augmenter encore plus. Hausse des précipitations, élévation du niveau de la mer, les conséquences du réchauffement climatique n'attendent plus pour se concrétiser. Nous sommes étudiantes en journalisme et nous avons voulu comprendre ce que ça fait de vivre au quotidien des inondations. Les vieilles qui filaient continuent de filer. Les marchands de draps continuent de vendre la même pièce d'étoffe aux mêmes acheteurs. Il y avait dans Is 100 cathédrales et dans chacune d'elles, c'était un évêque qui officiait. Quand la ville fut engloutie, chacun garda l'attitude qu'il avait et continua de faire ce qu'il faisait au moment de la catastrophe. En 1906, Anatole Lebras publie son ouvrage « La légende de la mort en Basse-Bretagne ». Ce que vous venez d'entendre, c'est l'introduction à ce récit. Le philosophe Léon Marillet donne sa version de l'engloutissement de la cité d'Is par l'océan. Plutôt qu'anéantie, la ville, sous sa plume, semble suspendue, comme si ses habitants ignoraient la catastrophe. Le font-ils délibérément? Ne la voient-ils tout simplement pas arriver? Risque accru, un podcast des étudiants de Sciences Po Rennes pour France 3 Bretagne. À l'heure où le mythe breton de la cité d'Is prend des allures prophétiques, nous avons choisi de vous raconter l'histoire des habitants de Mallon. Mallon, c'est un lieu-dit, au sud de l'île-et-Vilaine, à mi-chemin entre Rennes et Redon. Il est rattaché à Guipry-Messac, deux communes fusionnées en une seule en 2016, mais qui restent séparées par la Vilaine. Il ne faut pas qu'elle descende trop vite, et si elle descend vraiment lentement, c'est qu'elle en attend d'autres. Ça aussi on dit, mais il y a plein de dictons comme ça. Si elle sort avant Noël, on en a pour 7 fois dans la saison. Ah oui, celle-là, je la connais par cœur, j'ai peut-être entendu, les autres, je connais pas tout. C'est ça Moi, aussi. Donc voilà. Oui, de toute la commune, Mallon est la zone la plus touchée par les inondations. Ce jour-là, le 3 mars 2020, la rivière avoisine les 6 mètres. Au coin de l'allée des résidences d'été, Chantal et Guy Gallienne nous attendent. Nageant dans leur salopette imperméable, ils nous sourient, l'air étonnamment apaisé. Après 45 ans passés en Australie, le couple de retraités continue à beaucoup voyager. Pour se reposer entre 2 périples, ils ont acquis un pied à terre au bord de l'eau. C'est un bout de terrain saturé de verre. Au milieu, il y a un talus et au-dessus, une petite maison en bois. Alors Voilà. là, on est en train de traverser un champ pour essayer de rejoindre votre maison, c'est ça? C'est ça. On est très très près de la rivière, le plus près possible, quoi. Alors automatiquement, quand l'eau monte un petit peu même, on ne peut plus partir par le chemin de halage. Alors à chaque fois, on est obligé de passer à travers ce champ. Et des fois, ce champ, il y a trop d'eau. Et là, on ne peut pas passer du tout. Guy et Chantal ont tout prévu. Avant que l'eau n'arrive, ils garent leur camping-car sur un parking voisin, avec quelques affaires de rechange. Ensuite, ils regardent l'eau monter depuis leur maison surélevée. Ils sont comme 2 naufragés au milieu d'un océan d'eau boueuse. Avec un bon stock de provisions, ils pourraient rester longtemps isolés. Mais ce qui les oblige à partir, c'est l'inondation de leur système d'assainissement.
Après 1 jour ou 2 d'inondation, ils ne peuvent déjà plus utiliser ni toilette, ni douche. Alors ils partent, leur téléphone et leurs papiers dans un petit sac à dos. Puis ils rejoignent leur camping-car et attendent que l'eau redescende. Cela peut durer 2 jours, comme 2 semaines. Pour eux qui ont failli brûler 4 fois en Australie, l'eau n'est pas dangereuse, juste embêtante. On passe notre vie dessus. Oui. On regarde sans arrêt. Si ça monte, ça va descendre tout le temps. Et la première fois, on s'est fait attraper parce qu'on avait pas l'habitude. Ça fait que 1 an et demi, 2 ans qu'on est là. Mais maintenant, on regarde au nord. Et quand on voit les hauteurs d'eau au nord, on se dit, eh bien dans 3-4 jours, ça va arriver là. Alors, on n'a plus besoin de chercher à comprendre. Maintenant, on sait exactement où est-ce que l'eau va monter. On savait que comme il y avait des inondations, on serait tranquille. Bah oui. Pas le droit de construire, pas le droit de couper les arbres, pas le droit de. Personne peut venir construire un building ici, personne ne peut faire des conneries à côté. Et donc, ça a été notre choix, la liberté. Et là, on est tranquille. Tranquille, la plupart du temps. Les Galiennes avouent être parfois anxieux face à l'évolution des débordements du fleuve. Cela fait 1 an et demi qu'ils sont arrivés à Malon. Sur les 3 derniers mois, ils ont déjà subi 6 crues. Ils n'avaient jamais dû évacuer autant de fois en un temps aussi réduit. Dans ces cas-là, on dit que la Vilaine joue au yo-yo, c'est-à-dire que le niveau d'eau baisse et augmente à une vitesse supérieure à la normale. On habite au bord de la Vilaine, on habite au bord d'une rivière qu'on sait très bien qu'elle va monter. Donc on ne se plaint pas, parce qu'on n'aurait pas dû habiter ici, puis c'est tout. Nous on a toujours dit aux gens, pourquoi vous habitez là, ça va inonder, tout ça et tout. Si ça inonde, il ne faut pas pleurer. Quand on a acheté, quand on nous a dit que c'était inondable, on pensait, bon, il y aurait peut-être un petit fois peu d'eau comme ça, et puis que, bon, ben oui, là, ça serait inondé, mais pas trop pas autant. Et comme on vient par le chemin de halage, si je pars avec la voiture ici, elle va l'avoir juste au milieu des fenêtres. Et là, ça commence à monter, là. Ça vous paraît étrange qu'on puisse choisir de s'installer dans un endroit où l'on sera inondé? Nous aussi, ça nous a surpris. D'autant plus quand on sait qu'à cause du réchauffement climatique, les pluies intenses deviendront plus fréquentes et qu'il y aura donc encore plus d'inondations, même si les scientifiques ne sont pas encore en mesure de donner les chiffres exacts de cette augmentation. Sera-t-il aussi facile d'assumer ce choix dans les années à venir? Lorsqu'on nous demande à Guy et Chantal s'ils comptent rester face au risque accru d'inondation, ils admettent que, d'ici 20 ans, cela risque d'être plus compliqué. Nous partons maintenant à la rencontre de Gérard, un voisin, qui n'est quant à lui pas prêt de partir. Tout le monde est au courant, alors on sait très bien qu'en étant là, on a un risque d'avoir des inondations. C'est un choix qu'on fait. C'est tellement agréable ici, pratiquement toute l'année. Je veux bien avoir de temps en temps 1 mois, avoir des ennuis avec les inondations, et puis être le reste du temps tranquille. C'est un choix que j'ai fait. Sinon, je pourrais partir aussitôt à Guipry aussi, et puis tout relever, là, et puis c'est tout. Ou vivre même ailleurs. Mais nous, on nous a dit justement que les nouveaux arrivants avaient tendance un peu à sous-estimer le risque. Ben les nouveaux, tout. Oui, parce que tout a été renouvelé. Avant ici, c'était que des résidences secondaires. Avec des gens qui avaient un certain standing aussi, et puis qui n'avaient pas de problème d'argent, disons. Et puis, les prix ayant tellement augmenté à Rennes, c'est que beaucoup sont de résidences secondaires, c'est devenu résidence principale. Donc ceux qui arrivent là, tout fait, tout flamme. S'il y a les inondations, ils ne veulent pas nous écouter, ça risque rien, c'est pas possible que ce soit inondé. Et puis ils supportent. Pour mieux comprendre l'histoire de Malon, on est allé toquer chez Pierre Le Breton, un ancien militaire que ceux du coin appellent l'historien. Après sa retraite, cet enfant pur produit de Guipry, comme il se définit lui-même, s'est pris de passion pour sa ville. Il a écrit un premier livre qui raconte l'histoire de la commune depuis le temps des mégalithes jusqu'à la guerre de 14-18, puis un autre, au temps de la Seconde Guerre mondiale. Chez lui, il nous offre un jus de fruits et nous explique que le fusil de guerre accroché au-dessus de son canapé
a été trouvée dans le fleuve. Une trace de l'histoire, la bataille des Chouans contre les Bleus, que la Vilaine a charriée avec elle. Les gens se sont installés ici, de l'autre côté de la route, et maintenant les gens ont dépensé de l'autre côté, en disant les inondations, on s'en fout et tout. Oui, mais quand est arrivé 1966, c'est après le remembrement, c'est vers 1970, il y a eu une crue. Il y avait plein de gens qui avaient acheté des terrains, des gens qui venaient, des petits pavillons, ils installaient leurs pavillons pour le dimanche pour venir à la pêche. Et puis, malheureusement, il y a eu une crue vers le mois de... c'est au mois d'octobre, octobre-novembre, parce c'était la période de la chasse, je me rappelle. C'était octobre, et... tous les meubles, tout ce qu'ils avaient acheté, les literies et tout. Je peux vous dire, je pourrais vous faire voir le coin en face, les temps de Baron, là-bas, où ils avaient entassé tout ça. Il y en avait des gros comme la maison, là. Certaines de ces installations ont été faites sans permis de construire. Pierre, notre érudit local qui avait aussi compilé tous les contes et les légendes de bord de Vilaine, nous assure qu'auparavant il n'y avait aucun contrôle. Pour mieux comprendre, nous rencontrons Thierry Beaujoin, le maire de Guipry-Messac. De prime abord, il nous en impose, avec sa forte poigne et sa façon de donner des ordres au secrétaire de la mairie. Mais au fur et à mesure de notre entretien, il semble se détendre. À la fin, il se laisse même aller à une confidence et nous dit « Vous savez, les inondations c'est très difficile ». On a sur le secteur de Malon, antérieurement, c'était des maisons d'habitation qui étaient surtout des coins pour venir à la pêche, des maisons secondaires et qui aujourd'hui sont devenues en partie des maisons principales. On a 90 maisons principales et 110 maisons secondaires. Donc le problème, c'est si on n'avait pas de permis, ces gens-là, je veux dire, soit qu'ils essayent de faire ça comme ça, ou voilà. Donc là maintenant on est vraiment, on essaye un maximum de suivre ça sur Malon pour essayer d'endiguer un petit peu le fléau, si vous voulez. Thierry Beaujoin a même prévenu la préfecture que toutes les habitations de Malon n'étaient pas régularisées. Une source proche de la mairie nous explique cependant que l'édile de la petite commune pourrait être tenu responsable si les inondations faisaient un jour des victimes graves. Il n'est pas le seul que les inondations mettent dans une situation délicate. J'ai des clients complets qui ont une résidence secondaire à Malon. J'ouvre la parenthèse qui n'a pas toujours été effectivement construite avec un permis de construire. Enfin, pour les plus anciennes, c'est un peu plus compliqué, puisque il y a quelques vieux villages où il n'y avait même pas de permis de construire avant, et où d'ailleurs les zones inondables n'étaient même pas cartographiées. Bon, enfin, depuis quand même les années 50 et 60, on peut demander ça à un notaire qui est plus au fait que moi, figure sur les cadastres, les zones inondables, et en théorie, aujourd'hui en France, je ne sais plus de quand date la loi, on ne peut plus construire en zone inondable. C'est une règle d'urbanisme de base. Bon, moi, je vous donne mon sentiment personnel, après quand même un peu d'expérience. Je m'étonne qu'aujourd'hui, les assureurs, je ne citerai pas de nom, mais dans certains cas de sinistres importants, ne demandent pas la copie de leur permis de construire. Et s'il n'y en a pas, ne résilie pas les risques. Laurent Collot est assureur. Il dirige l'agence AXA de Guipry-Messac. Le jour de notre rendez-vous, il semble un peu surpris de nous voir débarquer. Il l'admet, il nous avait oubliés. Mais même pris de court, il se montre très chaleureux et prend le temps de répondre à nos questions. Et comme vous venez de l'entendre, il peut se montrer assez critique vis-à-vis de ses pairs. Mais a-t-il déjà lui-même refusé d'assurer des biens situés en zone inondable ? Pas forcément, mais le client est déjà à l'agence depuis un certain temps, et là il achète un bien parce qu'il est pêcheur et qu'il a envie d'avoir une petite maison au bord de la Corbinière ou à Malon, pour ne citer que... Et on assure le bien.
Et puis, il y a d'autres cas où le risque n'a jamais été inondé jusqu'à l'inondation centenale. Moi, j'ai un cas, par exemple, il a été inondé que pendant l'hiver 2000-2001, là où ça a été vraiment le plus haut du plus haut. Sinon, il n'a jamais été inondé avant, il n'a jamais été inondé depuis. Donc, c'est un sujet complexe. Et là où je m'interroge, mais y compris ma compagnie, surtout dans ces zones inondables, malheureusement, il y en a de plus en plus en France, pour cause d'intempéries des régimes pluviométriques qui augmentent, on le voit bien, cet hiver, c'est quand même catastrophique. Enfin, je pense qu'on est sur un record, là, hein, de pluviométrie sur les 4 ou 5 derniers mois. Depuis le mois d'octobre, il n'arrête pas de pleuvoir. Et donc, je m'étonne que les compagnies ne poussent pas leurs investigations plus loin, mais y compris la mienne, hein, je veux dire, pour vérifier si le risque il a été construit dans les normes avec un permis ou pas. Et éventuellement que ça soit sujet à un refus de garantie. Mais aujourd'hui, il ne se passe rien. Pour tenter de résoudre ce problème, la commune de Guipry songe à utiliser le fonds Barnier, qui permet à l'État de racheter des propriétés en zone inondable lorsque celles-ci sont mises en vente. Mais le problème reste le même. Étant donné que le terrain est situé en zone inondable, il n'a pas beaucoup de valeur. Les habitants risquent donc de ne pas recevoir suffisamment pour pouvoir racheter ailleurs. Et de toute façon, certains ne semblent pas vouloir rendre leurs clés de sitôt. Là, ici, il n'y a pas d'eau. Là-bas, ce que vous voyez, là, il n'y a pas d'eau. Mais en 2001, le haut arrivait dedans sur la route quand même pas mal. Hein. Je vais vous faire voir des photos. Et puis alors, les premières maisons que vous voyez ici, où il y a de la tôle, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'eau. Par contre, derrière, les autres que vous voyez un peu plus loin, dans la longère, là, eh bien, ça arrivait juste, c'est pas rentré dans la maison, mais presque. C'était aux portes de la maison. Ah oui. Et les personnes ici, j'imagine qu'à force, ça a fait comme un traumatisme de, à chaque fois, avoir l'eau qui rentre. Vous savez, les gens prennent ça du bon côté. Je peux vous dire qu'au port, que je connais très bien comme ma poche, je peux vous dire que on a toujours pris ça quand il y avait 8 jours. Les commerçants trouvaient que c'était des vacances. Il fallait voir un peu. Quand vous voyez le café des Templiers, il y a eu des bonnes soirées, là. C'est tout. Pour rentrer chez les eaux, ils étaient obligés de passer des planches. Mais il faut dire que les inondations, toujours le pays a vécu avec les inondations. Même en Noldo, on avait vraiment on était beaucoup plus près les uns des autres. Parce qu'on a vu les 95, on a vu 2001. C'est ça qui avait vraiment, c'est 2001 qui a tout soudé. On avait crié du cochon, là, ça rappelle bien. Et puis on avait fait venir Roger Giquel pour avoir pour avoir la télé et le reste, quoi. Donc on a fait une grande manifestation et après on avait été reçus dans les préfectures de Vannes et un peu partout. Et on s'était aperçu qu'il n'y avait pas de vigie crue ni rien. Ils n'avaient pas les niveaux, rien du tout. Donc depuis, ça s'est amélioré parce que n'importe qui prend son smartphone, il voit directement le niveau de la Vilaine en permanence. Je sais par exemple qu'à 6 mètres, il faut que je dégage d'ici. Comme nous l'avait expliqué le maire, ceux qui arrivent ne portent pas en eux les traces de la mémoire collective. Certains ont donc plus de difficultés à évaluer les risques, ce qui a des conséquences durant les évacuations. Il est parfois compliqué d'intervenir, surtout quand l'accès n'est possible qu'en barque. Jean-Christophe, pompier à Messac, en sait quelque chose. Pour les dernières inondations, là, c'était les autres d'avant. Les gens n'ont pas voulu partir et donc ils nous ont appelés vers 17h pour venir nous chercher, venir les chercher. Ils étaient sur le toit et apparemment on a été en barque et donc à la tombée de la nuit, donc c'était très dangereux. Donc on les a montés dans la barque, on les a évacués, quoi.
Le problème, c'est qu'on ne savait pas où aller. On entendait des cris, enfin, au secours par là, mais c'est tout, quoi. Et dans la nuit... Impossible de les voir. On n'arrivait pas du tout à les... on n'arrivait pas à les joindre, quoi. Les orienter, ouais. Le problème, c'est que les gens veulent rester chez eux. Donc, il y a des anciens ou des jeunes. On connaît les inondations, on sait comment que ça se passe et on reste chez nous. Et on partira jusqu'à la dernière seconde. Enfin, donc, faut vraiment qu'il y ait de l'eau dans la maison pour qu'ils partent. Mais après, le problème, c'est qu'ils ont pas d'accès. C'est un problème, c'est que le Malon, c'est entouré d'eau. Dans leur maison, il n'y a pas d'eau, mais tout autour, il n'y a pas d'accès au niveau... on peut accéder qu'en barque. Alors tous les jours, on va les voir. Ou sinon, on les appelle tous les jours, par téléphone. On peut pas les évacuer de force. Ah bah non. Ils sont chez eux. Thierry Beaujoin, le maire, se souvient avoir bataillé pour convaincre ses propres parents, habitant au port de Guipry, de quitter leur maison. On est effectivement obligé d'intervenir beaucoup plus que par le passé où on avait effectivement des maisons secondaires. Même que la population habite au bord de l'eau, vous savez, si vous ne les prévenez pas qu'elle va monter, ou le dimanche soir la voiture est restée là alors qu'on leur avait dit d'enlever la voiture le matin, la voiture on ne peut plus l'enlever. Hein. C'est pas facile parce qu'il y en a qui ne veulent pas partir de chez eux, ça c'est une chose. Maintenant on s'interroge, c'est vrai, sur s'il y avait une prochaine inondation, si en fin de compte on ne prendrait pas un arrêté et puis qu'on n'irait pas avec la gendarmerie, je ne sais pas. C'est pas facile de convaincre les gens de partir de chez eux. On avait mis en place avec la préfecture, nous avait indiqué, les gens qui voulaient pas être évacués, une décharge pour effectivement être couverts. Comme ils ont eu peur un peu les gens qu'elle a monté beaucoup, il a fallu, ils nous ont appelés le samedi matin pour aller les chercher, malgré qu'ils nous avaient fait une décharge qu'ils ne voulaient pas partir. Pour inciter les habitants à prendre leurs précautions, la mairie a aussi mis en place un système de SMS, dès que Vigicru annonce les inondations. SMS reçus trop tard ou jamais, certains habitants ne sont pas toujours prévenus. Donc la particularité un petit peu, si vous voulez, c'est que si les gens changent de numéro de téléphone, il faudrait impérativement qu'on ait ces numéros de téléphone. Donc là, on a un petit peu galéré dans la crue de la Vilaine pour pouvoir effectivement envoyer ces SMS, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants et la commune du Guipry n'avait pas relancé, si vous voulez, depuis qu'on avait fusionné. Et donc on a tout remis nos fichiers à jour. Pourtant, même Michel, qui diffuse le SMS, évoque d'autres failles du système. En passant en voiture à travers les bois de Malon, le technicien pointe du doigt une maison en disant « Ici, ils n'ont pas reçu le SMS, ça captait pas ». Ces problèmes techniques, le réchauffement climatique ne les arrangera certainement pas. C'est une des premières années quand même qu'on voit ici. Il en est beaucoup tombé, parce que sur les terrains à Ravache à côté, ça s'égoule plus. Eh bien ça s'égoule plus. Dans le sous-sol, j'ai de l'eau en dessous là, à la maison. J'ai un sous-sol dessous, mais à ça, j'ai un regard, là, tu sais. Il y a de l'eau dessous. Hein. Ah oui. Et avant, ça partait tout le temps. Donc là, l'eau, tous les terrains sont saturés, là, dans le coin. À mon avis, on n'a pas un gros niveau. Nous, on ne verra pas ça, mais à mon avis, sur ces terrains-là, un beau jour, la mer reprendra le dessus. Hein. Dans le jargon scientifique, on parle de la relation de Clausius-Capéron. Pour chaque degré gagné, 7% d'humidité de plus dans l'atmosphère. Si l'on simplifie, plus d'humidité, c'est plus de pluie, donc plus d'inondations. Et en l'occurrence, ce n'est pas 1, mais au moins 1,5 voire 2 degrés de plus, qui, si l'on ne change rien, sont attendus entre 2030 et 2050. Si l'on ne change rien. C'était Risque accru, un podcast proposé par Lauriane Arzel, Morgane Russeil-Salvant, Aurore Monsip et Eugénie Pimon. Musique originale, William Petrini. Plus 1,5 degré, la Bretagne dans l'urgence climatique. Un dossier à retrouver sur le site de France 3 Bretagne.